Alors, pour commencer ce webinaire sur la surveillance des déchets aquatiques, je vous propose de faire un historique non exhaustif de cette activité de surveillance, en commençant tout de suite par des premiers travaux qui avaient été menés en 1982. Donc, pour commencer cet historique, un premier rapport avait été réalisé où une présentation méthodologique avait été faite de la pollution du littoral par les macrodéchets. Donc ce travail visait à proposer une méthode de mesure de la pollution par les déchets sur le littoral. Donc une méthode à la fois des mesures quantitatives pour essayer d'estimer la quantité de déchets, que ce soit en nombre ou en masse, et une étude qualitative de la pollution pour essayer de voir quelle était la composition de cette pollution, quels sont les types de déchets qu'on pouvait rencontrer, mais aussi quelles étaient les sources potentielles. Et dans les conclusions de ce travail, il faisait déjà mention d'un réseau de surveillance qui pouvait être envisageable et qui permettrait de suivre dans le temps la pollution afin d'avoir des informations sur celle-ci dans le temps et d'aider les autorités à lutter contre la pollution par les déchets. Rappelez de couper le micro, peut-être. Oui. Alors, pour tous les nouveaux arrivants, donc je vous demanderai, je rappelle, d'essayer de couper vos micros pour pouvoir faciliter un petit peu. Merci. Ensuite, on va un petit peu plus loin, on va jusqu'en 1997 où le CEDRE avait réalisé, dans le cadre d'une convention pluriannuelle avec les agences de l'eau, un inventaire des méthodes d'évaluation des petites pollutions retrouvées sur le littoral, avec notamment le cas des macrodéchets. Alors, c'était une étude dans laquelle un questionnaire avait été envoyé à des communes littorales. Il ne s'agissait pas là d'un développement méthodologique à proprement parler. Et l'idée, c'était de savoir un petit peu quel était l'impact de cette pollution pour les communes. On voyait que les déchets pouvaient être gérés, mais que ça restait un problème tout de même pour ces communes. Et dans les conclusions, une proposition était faite pour aider à améliorer la situation. Conclusion qui proposait la mise en place d'un réseau d'observation objectif. Donc là, c'était vraiment des mesures qui permettaient de suivre les pollutions sur le littoral. Et donc ça permettait, comme on l'a vu dans les conclusions de 1982, d'aider à évaluer les actions préventives, donc les actions de réduction des déchets. Et là, une mention est faite également de sites pilotes. Donc là, c'était vraiment l'idée de suivre sur les mêmes sites la pollution afin d'avoir vraiment un suivi dans le temps de la pollution. Donc toujours cette idée de développement de réseau. On continue un petit peu dans le temps avec, entre 2000 et 2006, un projet qui cette fois est mené au niveau international, le projet LITER, mené dans le cadre de la convention OSPAR. Donc c'est un projet qui regroupe plusieurs correspondants des pays membres de la convention OSPAR et qui est mené par la Suède. Et au sein de ce projet, l'idée est d'essayer de développer une méthodologie pour mesurer la pollution par les déchets sur le littoral et cette fois essayer de valider cette méthode. Et donc le projet va effectivement valider la méthodologie sur le terrain, qui ne va pas seulement s'arrêter à compter les déchets par exemple, mais aussi à définir les sites de surveillance. Comment est-ce qu'on va définir un site, à quelle fréquence on va faire des prélèvements des déchets, à quelle date, et comment est-ce qu'on va identifier les déchets. Donc quels sont les différents types de déchets qu'on peut rencontrer. Le projet va un petit peu plus loin aussi en proposant une base organisationnelle de la surveillance, afin qu'elle soit harmonisée entre les différents pays et qu'elle puisse être coordonnée à ce niveau international. Les données ont également une importance. Une base de données va alors être proposée, une base de données commune à tous les pays et qui va être hébergée sur Internet. Donc dès les années 2000, on propose d'héberger cette base de données sur Internet. Entre parenthèses, cette base de données existe toujours d'ailleurs. Elle est riche d'un grand historique de données maintenant. Et enfin, on a également une proposition de système de référents nationaux. Donc chaque pays membre de la Convention OSPAR aurait un coordinateur national qui permettrait d'assurer les suivis et de bancariser les données dans la base de données. La France a participé à ce projet avec le CEDRE qui en 2006 a réalisé des suivis sur 11 plages de la façade Manche-Atlantique en impliquant notamment les associations Estran et Aquaco. Aquaco qui d'ailleurs fait toujours partie des réseaux de surveillance. Et donc là, c'était vraiment une première mise en réseau de ces opérateurs, où le CEDRE, avec ses opérateurs, a réalisé des suivis en 2006. En 2009, quelques années après, dans le cadre du Grenelle de l'environnement,
est un groupe de travail sur les déchets en milieu aquatique constitué de 25 organismes, dont le CED, l'IFREMER, l'association Mer-Terre, Surfrider par exemple, ont émis des recommandations pour un plan coordonné de réduction des macro-déchets, incluant notamment les déchets sur le littoral qui vont nous intéresser aujourd'hui. Dans ces recommandations, on pouvait voir par exemple la proposition d'adopter un protocole unique et simplifié pour la quantification et l'identification des déchets. Donc en prenant par exemple le protocole OSPAR qui venait d'être validé quelques années plus tôt dans le cadre du projet d'ITER. Il est également recommandé de confier le pilotage et le comptage de ces macrodéchets, ainsi que le rapportage à des organismes comme le CEDRE ou l'IFREMER, et que les financements soient assurés par la contribution du ministère de l'Environnement. Ainsi, en 2010, le CEDRE, mandaté par le ministère de l'Environnement, va initier le réseau d'observation des macrodéchets sur le littoral français métropolitain. Donc là, on va appliquer le protocole OSPAR et des premiers suivis vont être réalisés sur 6 sites de surveillance qui sont suivis par le Parc naturel marin d'Iroise et par 3 associations, Aquaco, Arville-Tandsou et Surfrider. Et les suivis là, donc vous voyez sur ces 6 sites de surveillance, les suivis vont être réalisés sur la base du volontariat, sont donc des suivis bénévoles au début de ce réseau d'observation. En 2012, on a là, après l'adoption de la DCSMM, la directive cadre stratégie pour le milieu marin, donc une directive européenne, une première évaluation de l'état écologique du milieu marin va être réalisée en France. À ce moment-là, il s'agit de définir le bon état écologique, des objectifs en termes de réduction, ce qu'on appelle des objectifs environnementaux, pour les déchets marins dans les différents compartiments du milieu marin. Ces compartiments sont les plages, la surface, les déchets au fond, ou alors après les déchets, l'étranglement par les déchets ou les déchets ingérés par les animaux. Et là, nous, on va s'intéresser particulièrement aux déchets sur le littoral, et cette première évaluation va s'appuyer sur les données issues de l'étude pilote, donc l'étude LITER, publiée en 2007, et les premiers résultats du réseau d'observation des macrodéchets qui a été lancé, je vous l'ai présenté, en 2010. En 2012, là, vous pouvez voir en bas l'évolution du nombre de sites. Donc, je ne vais pas forcément beaucoup commenter cette évolution, mais vous pouvez voir le nombre de sites qui évolue d'année en année. Puis, entre 2016 et 2018, on a vraiment une évolution du réseau d'observation qui, là, va vraiment devenir le réseau national de surveillance des macrodéchets sur le littoral, coordonné par le CEDRE. Il s'agit là vraiment d'une professionnalisation du réseau. On a alors les opérateurs qui vont être formés à la réalisation du protocole et indemnisés à travers des conventions passées avec le CEDRE. En fin 2018, donc vous pouvez voir qu'on a 28 sites de surveillance, une vraie évolution du réseau et 15 opérateurs locaux qui vont suivre ces différents sites. Alors les opérateurs locaux vont être des associations, les parcs naturels marins comme on a pu voir déjà, mais il y a également des réserves naturelles ou des collectivités qui intègrent ce réseau. En parallèle, afin de compléter la surveillance, il y a des développements qui sont réalisés pour suivre les microplastiques sur les plages. Alors au début, les premiers travaux consistent essentiellement à réaliser des prélèvements du sédiment et à mesurer les microplastiques dans le sédiment. Par contre, on s'aperçoit rapidement que le protocole ne correspond pas aux besoins de la DCSMM, qu'on a du mal à mesurer cette pollution par les microplastiques comme ça, et qu'on n'est pas sur une analyse de routine pertinente. Du coup, il y a une évolution du protocole qui va être plus adaptée afin de pouvoir suivre les mésos et grands microplastiques échoués sur les plages. Donc là, on parle de la frange 1 mm, 2,5 cm. Et donc ce protocole va être utilisé. Pour information, il a été adopté récemment comme protocole par l'Union européenne. Et entre 2016 et 2021, on ne parle pas encore de réseau parce qu'on n'a pas de site déterminé. Par contre, des prélèvements spontanés sont réalisés sur les sites littoraux, les sites qui sont dans le réseau national de surveillance des macrodéchets sur le littoral. En 2020, un deuxième réseau de surveillance est lancé par le CEDRE, le réseau national de surveillance des macrodéchets issus des bassins hydrographiques, qui cette fois a pour vocation de répondre aux objectifs environnementaux de la DCSMM sur les apports fluviaux. Donc là, ce sont des sites un petit peu similaires aux sites littoraux, mais qui sont situés sur des berges en amont direct des estuaires. Donc, cette fois, on a une approche similaire en termes de comptage, de
et de sites de surveillance qui auront des longueurs similaires à ce qu'on peut obtenir, à ce qu'on peut voir sur le littoral. Comme le réseau RNS-MDL, les opérateurs sont également formés au protocole de surveillance et seront contractés par le CEDRE. En 2021, vient le lancement du 3e réseau de surveillance des méso- et grands microplastiques sur les plages, le RNS-MPP, qui lui va donc couvrir la taille des déchets comprise entre 1 mm et 2,5 cm. Cette fois, le protocole, le protocole est adopté et adapté aux sites de surveillance littoraux. Donc à ce moment-là, les opérateurs sont en mesure de réaliser ce suivi des microplastiques et des grands microplastiques et des mésoplastiques en même temps que les macrodéchets. Donc les sites sont adaptés et les opérateurs vont être formés à ce protocole et également contractés par le CEDRE. En 2023, nous avons lancé une étude de faisabilité pour un réseau de surveillance des macrodéchets sur le littoral en Outre-mer afin d'étendre cette surveillance, évaluer la faisabilité d'étendre la surveillance sur tout le territoire français. L'idée de ce projet qui va de 2023 à 2025 est de cartographier les déchets sur le littoral, mais cette fois sur les territoires d'outre-mer, d'émettre des recommandations quant à la poursuite de cette surveillance et la stratégie à mettre en œuvre dans ces territoires. Enfin, nous utilisons également le protocole de surveillance des macrodéchets sur le littoral qui a été un petit peu adapté afin de pouvoir l'adapter au territoire d'outre-mer. Et enfin, en 2024, on a les 3 réseaux de surveillance coordonnés par le CEDRE qui sont opérationnels. Les 3 réseaux ont atteint les objectifs fixés en termes de nombre de sites et de répartition spatiale. On a maintenant une couverture opérationnelle du territoire français métropolitain et tous les opérateurs locaux ont été formés au protocole et ont été conventionnés par le CEDRE. Voilà pour cet historique. Je vous propose maintenant de voir comment fonctionnent ces réseaux et de faire un petit état des lieux des 3 réseaux de surveillance. Alors, la stratégie qui a été choisie, c'est un fonctionnement en réseau. Pourquoi? En fait, c'est un fonctionnement qui est unique et performant. On peut le voir en comparant les travaux avec nos voisins, que c'était très performant, que c'était performant et que ça avait vraiment une importante pertinence car ça crée du lien entre la dynamique nationale en termes de réduction des déchets et des dynamiques locales. Je pense par exemple aux parcs naturels marins qui vont avoir plusieurs sites de surveillance. Là, ces réseaux de surveillance vont faire le lien entre les prises de décision qui peuvent être faites au niveau national et les observations faites sur le terrain. Comment fonctionnent ces réseaux? Le CEDRE coordonne les réseaux de surveillance et va identifier des sites de surveillance sur le littoral. Il va ensuite identifier des opérateurs qui peuvent réaliser les suivis et ces opérateurs vont nous aider à affiner l'identification de sites de surveillance grâce à leur connaissance du terrain. Ensuite, nous allons former les opérateurs aux différents protocoles en fonction des suivis qui vont être réalisés et les opérateurs vont alors réaliser les suivis et relever les informations pertinentes sur le site pour nous en informer. On a donc des échanges réguliers entre le CEDRE et les opérateurs au sein de ce réseau. Ensuite, le CEDRE va récupérer les données, les contrôler et les bancariser dans différentes bases de données nationales et internationales. Et nous allons analyser cette pollution et transmettre les résultats. Qu'est-ce que ça donne en termes de petits cheminements au niveau, donc là vous avez 3 logos, c'est la DCSMM ou les conventions de mer régionales OSPAR pour la façade Manche Atlantique ou la convention de Barcelone pour la façade méditerranéenne. Il y a des protocoles qui sont standardisés, qui sont proposés, qui, là vous avez quelques exemples, indiquent comment sélectionner des sites de surveillance, comment identifier les déchets ou encore comment bancariser et contrôler les données. Le CEDRE va s'appuyer sur ces protocoles pour former les opérateurs à leur application. En allant avec eux, vous pouvez le voir, choisir des sites de surveillance, faire les mesures et nous allons également les former à, par exemple, l'identification des macrodéchets. Les opérateurs, une fois formés, sont autonomes et vont réaliser les suivis, puis le CEDRE va récupérer les données, les contrôler afin de les bancariser, ainsi que ce soit nous ou les différents groupes, nous pouvons bénéficier de données harmonisées, bancarisées pour
les évaluations. Pour faire l'état des lieux maintenant des réseaux, je vais commencer par le RNSMDL qui a pour but de suivre la composition, la quantité, la répartition spatiale des macrodéchets sur le littoral. Et en faisant un suivi en continu, suivre également l'évolution de cette pollution. Ce RNSMDL il va alimenter un certain nombre de critères et d'indicateurs. Vous avez les critères du bon état écologique pour la DCSMM, donc qui va concerner la quantité, la composition et la distribution spatiale des déchets, hors microdéchets, des indicateurs des objectifs environnementaux également qui vont être alimentés. Le RNSMDL alimente également des indicateurs des conventions de mer régionales, la convention OSPAR avec l'indicateur Beach Litter, la convention de Barcelone, également des indicateurs de l'INSEE, des objectifs de développement durable qui sont alimentés par ce réseau, notamment l'objectif numéro 14 pour la vie aquatique maritime. Et enfin, ce réseau, en acquérant des données en continu, va également pouvoir alimenter les politiques publiques nationales de réduction des déchets. Petit état des lieux donc, de ce réseau, vous pouvez voir la répartition spatiale des 60 sites de surveillance dont il est formé, qui sont suivis par 41 opérateurs différents. Ces opérateurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des associations, des parcs naturels marins, des réserves naturelles. On a également des collectivités, des sociétés, des syndicats mixtes, etc., qui intègrent ce réseau. Vous pouvez voir en 2024, c'est 238 suivis qui ont été réalisés, donc on a vraiment une croissance du nombre de suivis qui peut être acquis par ce réseau. Quelques chiffres, alors je vous donne les chiffres de 2023 parce que la campagne 2024 vient tout juste de se terminer. En 2023, on avait 309 macrodéchets sur 100 mètres en abondance qui étaient mesurés à l'échelle nationale. Donc cette valeur, à titre indicatif, elle est toujours supérieure à 20 déchets sur 100 mètres. Le 20 déchets sur 100 mètres, c'est la valeur seuil du bon état écologique qui a été adoptée par les experts de l'Union européenne en 2020. Cette pollution est composée majoritairement de plastique, donc là ce n'est pas une surprise avec 85% de déchets plastiques. Et parmi cette pollution, on va retrouver des groupes qui sont intéressants à suivre parce qu'ils sont particulièrement ciblés par des mesures de réduction, notamment les plastiques à usage unique à 17% et les déchets liés à la pêche et l'aquaculture à 21%. Deuxième réseau de surveillance, le réseau national de surveillance des macrodéchets issus des bassins hydrographiques, le RNSMDBH, qui lui va suivre composition, quantité et répartition spatiale des macrodéchets, cette fois déposés sur les berges en amont des estuaires. Et donc en faisant un suivi en continu, on a également possibilité de suivre l'évolution de cette pollution. Le RNSMDBH, lui, va alimenter un indicateur des objectifs environnementaux concernant les apports fluviaux pour la DCSMM. Il alimente également les politiques publiques nationales de réduction des déchets et surtout, en ayant la coordination de ce réseau de surveillance, ça va alimenter des réflexions. Donc, en faisant partie des groupes d'experts, nous alimentons également des réflexions en cours sur le développement de protocoles de surveillance des déchets dans les cours d'eau, notamment des réflexions qui sont menées dans le cadre des conventions OSPAR et conventions de Barcelone. Ce réseau donc, sera opérationnel dès 2025 et compte aujourd'hui 20 sites de surveillance suivis par 20 opérateurs formés différents. Donc ce sont exactement les mêmes types d'opérateurs que vous rencontrez dans le RNSMDL. Donc vous pouvez voir que là, les suivis ont commencé en 2020 et on a une nette évolution du nombre de suivis qui a pu être acquis. En termes de résultats, en 2023, l'abondance était mesurée au niveau national à 329 macrodéchets sur 100 mètres, qui est un résultat cohérent avec ce qu'on peut observer sur le littoral, avec cette fois une grande part de plastique, avec 92% de plastique. Les plastiques à usage unique ont une part importante également, avec près d'un tiers de la pollution, et on regarde également des déchets qui ont une part non négligeable, qui sont les déchets potentiellement issus de réseaux d'assainissement, où là on va pouvoir voir des déchets qui proviennent directement de ces réseaux, qui sont à hauteur de 6%. Troisième réseau de surveillance, le réseau national de surveillance des mésos et grands microplastiques sur les plages, le RNSMPP, qui va suivre la composition, la quantité, répartition spatiale des mésos et grands microplastiques. Alors les mésoplastiques vont de 5 mm à 2,5 cm, tandis que les grands microplastiques, vont de 1 mm à 5 mm. Ce réseau alimente un critère du bon état écologique concernant les microdéchets et alimente également les politiques publiques nationales de réduction des déchets. Tout comme le réseau de suivi des macrodéchets sur les berges
Ce réseau alimente également des discussions sur le déploiement d'une surveillance harmonisée au niveau du littoral de la convention OSPAR, enfin pardon, de la zone OSPAR. Quelques chiffres d'abord. Donc, réseau également opérationnel à partir de 2025. Il compte 24 sites de surveillance avec beaucoup de sites qui sont conjoints avec la surveillance des macro-déchets sur le littoral. Et vous avez 17 opérateurs qui sont formés. Vous pouvez voir également que le nombre de suivis a augmenté d'année en année. Et en 2023, quelques résultats. On note une abondance de 1470 microplastiques par 100 mètres de plage. Donc là aussi, les résultats, bien qu'en nombre, soient plus importants que les macro-déchets, mais c'est cohérent et ça suit un petit peu ce qu'on peut obtenir sur la fragmentation des déchets. On voit en termes de répartition que 24% des déchets sont des fragments de polystyrène et 24% sont des fragments de plastique dur, donc des déchets secondaires qui sont issus de la fragmentation de déchets plastiques. En revanche, on a 22% des déchets qui sont des granulés plastiques industriels, donc des GPI. Alors, pour ce type de déchets, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous invite à vous inscrire au webinaire qui aura lieu en juin, consacré spécifiquement aux granulés plastiques industriels, donc webinaire du CEDRE également. Voilà pour un petit peu l'état des lieux de ces réseaux de surveillance, donc les 3 réseaux de surveillance qui sont coordonnés par le CEDRE. Je vais maintenant aborder l'utilisation de ces données, voir dans quel cadre elles peuvent être utilisées. Donc d'abord, les données acquises au niveau national contribuent à des évaluations et des études internationales. D'abord, en 2020, par exemple, avec l'adoption d'une valeur seuil du bon état écologique par les experts de l'Union européenne. Donc il s'agissait là de définir cette valeur seuil pour les déchets sur le littoral, ainsi que la méthode d'évaluation qui va avec. Donc les données ont contribué à cette définition. Et en 2022, vous avez les données qui, cette fois, dans le cadre de la convention OSPAR, ont intégré l'évaluation de la qualité du milieu de l'espace Atlantique Nord-Est. Donc là, on parle encore une nouvelle fois des déchets sur le littoral. Évaluation menée principalement par le CEDRE en tant que pilote du groupe d'experts sur les déchets sur les plages de la convention OSPAR. Autre échelle nationale maintenant, évidemment, puisque les réseaux nationaux alimentent plusieurs indicateurs, nous avons pu aussi réaliser l'évaluation du descripteur 10. Les données ont intégré l'évaluation du descripteur 10 déchets marins en faisant l'évaluation du compartiment déchets sur le littoral. Vous pouvez voir ici un petit peu certains résultats qui peuvent être observés au niveau des sous-régions marines françaises. Et donc, sur la carte, ce que vous pouvez voir en rouge, c'est quand la valeur obtenue dépasse la valeur seuil du bon état écologique. Vous comprenez donc que nous n'avons pas encore atteint cette valeur seuil de 20 déchets sur 100 mètres, quelle que soit la sous-région marine concernée. Enfin, puisque les évaluations sont faites sur des sites de surveillance locaux, par des opérateurs locaux, on peut également réaliser des évaluations à l'échelle locale. C'est notamment le cas des évaluations qui ont été faites au niveau des parcs naturels marins en 2024 dans le cadre d'une convention entre le CEDRE et l'OFB où nous avons évalué la pollution par les déchets des différents parcs naturels marins français. De plus, tous les ans, dans le cadre des réseaux de surveillance, nous publions les résultats de ces réseaux de surveillance. Donc là, c'est à l'échelle nationale, nous publions ces rapports qui vont faire une évaluation annuelle de la pollution, donc dans des publications qui sont disponibles ici sur le site du CEDRE. Et à l'intérieur de ces publications, vous pouvez retrouver des fiches de synthèse qui, là, cette fois, vont vraiment proposer une évaluation de la pollution à l'échelle de chaque site de surveillance. Ainsi, les sites de surveillance qui peuvent être suivis par les différents opérateurs, je pense par exemple à des réserves naturelles ou les parcs naturels marins, ils vont pouvoir s'appuyer sur ces résultats pour alimenter les différents rapports de gestion. Enfin, les données permettent également de contribuer à des projets. Là, j'ai pris un projet en l'occurrence, le projet Ordèche, qui vient de se conclure, donc qui a été mené entre 2022 et 2024 pour l'OFB. Ce projet visait à identifier l'origine des déchets qui pouvaient être retrouvés sur le littoral. Ce projet s'est appuyé sur les sites littoraux, les sites du RNSMDL qui étaient situés sur 4 parcs naturels marins, le parc naturel marin d'Iroise, Estuaire Gironde mer des Pertuis, bassin d'Arcachon et également le parc Mayotte. Et vous pouvez voir
les sources des déchets qui ont pu être identifiées ici en s'appuyant sur les déchets qui pouvaient être retrouvés. Vous avez la photo d'un atelier qui a pu être mené pour essayer d'identifier les déchets de manière beaucoup plus précise que ce qui peut être fait dans le cadre des réseaux de surveillance. Voilà pour ces présentations. Donc, je vais maintenant passer à une brève conclusion et les remerciements des différents membres de ces réseaux. Donc, pour conclure, depuis 2010, le CEDRE crée et met en œuvre des réseaux de surveillance. Et depuis 15 ans, cette stratégie s'avère vraiment cohérente et pertinente car elle permet de bien alimenter les évaluations, la surveillance qui peut être menée au niveau national et assister les politiques publiques en termes de réduction des déchets, les mesures prises pour la réduction des déchets. Cette mise en œuvre va se poursuivre en 2025 et le CEDRE va continuer à consolider ses réseaux comme nous l'avons fait depuis 2010. Pour aller plus loin, nous allons également intégrer des données environnementales, ce qui peut être fait déjà dans le cadre de projets européens auxquels nous participons, comme le projet Interreg Freeliter Hat ou le projet Interreg Treasure. Et nous prendrons également en compte les sources des déchets suite aux projets qui vont pu être menés, comme le projet Ardèche. Enfin, je tiens sincèrement à remercier tous les opérateurs des réseaux de surveillance. Donc, vous pouvez voir que ces réseaux, à commencer par les 2-3 associations avec qui nous avons pu travailler, se sont vraiment agrandis. Nous avons maintenant une grande communauté d'opérateurs sur le littoral, ainsi que des acteurs spécifiques, car dans le cadre notamment des suivis des réseaux sur les berges, les sites sont souvent situés dans le domaine privé. Et donc, nous remercions également tous ces acteurs qui sont des propriétaires fonciers des terrains sur lesquels nous avons des sites de surveillance. Et donc, sans tous ces opérateurs et ces différents acteurs, nous ne pourrions pas mener cette surveillance à bien. Donc, je tiens vraiment à remercier tous ces opérateurs et tous ces acteurs. Et je vais conclure là-dessus. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse la parole maintenant si vous avez des questions, alors n'hésitez pas. Oui, bonjour, merci Sylvain et bonjour à tous. Écoutez, c'est super intéressant, merci beaucoup pour ces résultats. Je regardais les cartes et en fait, je me demandais quels étaient les critères de choix des cours d'eau. Et la zone méditerranéenne est particulièrement rouge, hein, et pour y habiter, on sait que c'est une zone qui est très, très concernée, malheureusement. En plus, avec les épisodes de très grosses pluies, il y a des apports hyper importants d'un seul coup en effet chasse d'eau. Enfin bon, bref, voilà, je m'interrogeais, est-ce que c'est suffisant en Méditerranée? Est-ce que, quand vous dites déployer, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que aujourd'hui c'est stabilisé et vous avez suffisamment d'opérateurs? Ou nous étions positionnés non seulement pour les micro-mésos, mais aussi dans les cours d'eau, on réalise beaucoup de relevés. Ma première question, c'est est-ce qu'en Méditerranée, vous envisageriez peut-être d'étendre ce programme méso et déchets dans les cours d'eau au-delà des points qui ont été montrés là sur les cartes? Et deuxièmement, concernant le rôle des sciences participatives, que ce soit les initiatives Océane ou le réseau Zéro Déchet Sauvage que nous animons, il y a beaucoup de données. Vous faites partie, voilà, ça n'a pas du tout été rappelé. Hein. Bon, moi, ma thèse, je l'ai faite au sein du CEDRE, hein, notamment. Il y a des travaux. C'est vrai que c'est. Oui, bien sûr. Un travail. Bon, c'était pas du tout pour. Vraiment, j'avais noté effectivement qu'il n'y avait pas d'observatoire national des déchets à l'époque, et donc c'est formidable que tout ça se soit créé. Hein, c'est vraiment dans le bon sens et bravo pour tout ce travail. Mais du coup, je me demandais comment est-ce que vous envisagez de travailler, puisque vous faites partie du conseil scientifique de Zéro Déchet Sauvage. Je me demandais comment est-ce que vous envisagez de mieux peut-être capitaliser ou optimiser du renforcement mutuel, c'est-à-dire que je pense qu'il y a moyen que les données issues des programmes de sciences participatives, même si ce n'est pas exactement le protocole pourtant c'est le même, hein, mais peut-être que vous ne maîtrisez pas suffisamment, vous ne contrôlez pas suffisamment pour être sûr d'avoir des données fiables. Enfin, voilà, je m'interrogeais sur quelle est
la part que peut jouer ces sciences participatives dans le cadre de vos projets 2025 et à la suite d'actions d'évaluation diagnostique et préconisation sur des zones précises, puisque j'ai bien compris que vous commenciez à accompagner les territoires. Et c'est génial. Et nous, on a plein de données. Et donc, moi, mon souci, c'est comment optimiser et tout le travail que nous faisons soit bien utilisé et qui serve pour augmenter nos chances Oui. de résoudre ces problèmes de déchets partout. Voilà. Oui. Donc pour répondre aux 2 points, d'abord pour les sites de surveillance sur les cours d'eau, alors je maîtrise un petit peu moins ce réseau, mais en fait le déploiement a été fait sur les principaux cours d'eau où des sites de surveillance avaient été identifiés par mes collègues. Et donc avait maintenant une couverture, donc c'est une couverture qui est moins importante en fait en termes de nombre, enfin l'objectif est moins important que pour les déchets sur le littoral, donc c'est pour ça aussi qu'on va pas avoir des sites, autant de sites que sur que sur le littoral dans les cours d'eau. Donc après je vais pas forcément aller plus loin, si tu veux je t'orienterai vers mes collègues pour pouvoir échanger un petit peu plus sur le nombre de sites et les objectifs qui ont pu être atteints. Par contre, pour zéro déchet sauvage, c'est vrai que nous avons mené, alors il y a 2 ans ou 3 ans, dans le cadre de l'évaluation des CSMM qui était menée au niveau national, nous avons fait une évaluation de la pertinence des données issues des programmes de sciences participatives, dont justement il y avait la plateforme zéro déchet, les données issues de la plateforme zéro déchet sauvage. Et on avait conclu sur la pertinence de ces données, évidemment, qui pourraient venir en complément des données issues des réseaux de surveillance, parce que nous avions vu qu'en fait, les données acquises par ces différents programmes étaient différentes de ce qu'on pouvait obtenir sur les réseaux. Donc on aurait eu alors les réseaux de surveillance qui étaient vraiment là, les données nationales, et après venir en complément toutes les données issues, donc la richesse des programmes de surveillance qui pourraient venir en complément de ces données-là. Donc c'est ce qui avait été conclu. À l'époque, la plupart des grands programmes de sciences participatives que tu as mentionné, alors il y avait les initiatives Océane qui existaient depuis un moment. Mais par contre, la plateforme zéro déchet sauvage ainsi que le programme Plastique à la loupe, par exemple, étaient encore un peu trop jeunes. Donc c'est ce qu'on avait vu, c'est que l'historique n'était pas encore suffisant pour pouvoir intégrer l'évaluation qui était en cours. Donc l'évaluation que j'ai présentée, c'est l'évaluation 2024. Mais évidemment, avec un petit peu de recul, on est obligé de se baser sur des données beaucoup plus anciennes. Et donc les données devaient aller jusqu'à 2018 ou 2020. Donc les programmes n'étaient pas encore assez développés. Mais par contre, on avait conclu qu'avec un historique suffisant, c'est des données qui évidemment seraient très pertinentes pour intégrer les rapports scientifiques menés pour les évaluations nationales. Je ne sais pas si ça répond à... Oui, ça répond. Merci beaucoup. Bon, de toute façon, on est en lien régulier, donc Oui. évidemment qu'on sait qu'on est sur un projet qui se construit ensemble et on fait le chemin tous ensemble. Et forcément, du coup, je m'interrogeais sur... je comprends bien le fait que vous ayez choisi le Rhône, mais quand on voit ce qui s'est passé avec la Roya ou le Var, enfin voilà, je me disais en Méditerranée, on a des problématiques et des enjeux qui sont assez importants sur la question des déchets abandonnés dans les cours d'eau. Et je me disais que, moi, de mon point de vue, je pense qu'il y aurait encore deux ou 3 points à rajouter, enfin voilà, parce que ça me semble pertinent d'un point de vue des enjeux environnementaux qui sont dans ces zones-là. Et donc, j'ai compris que pour l'instant, c'est stabilisé, vous n'allez pas ouvrir à d'autres sites, mais je veux bien que tu me mettes en relation effectivement avec les personnes en question. Et merci beaucoup pour tes réponses et pour tous ces travaux, et bravo à tout le monde. C'est vrai qu'on travaille sur des sujets qui ne sont pas faciles, et aller sur le terrain et ramasser les déchets, c'est pas rigolo, mais ça apporte des infos importantes. Donc, bravo à tous. Merci. Merci Isabelle. J'aimerais prendre la parole. Oui. Je m'appelle Abric Jouon, je suis le fondateur d'une jeune entreprise innovante qui s'appelle iClean My Sea. On collecte les déchets en mer avec des moyens navigants pour le compte des collectivités. Bon, l'entreprise est en train de devenir une association.
On a développé notamment une application mobile de détection des déchets flottants qui est disponible pour tous les usagers de la mer. Et en fait, on a aussi, dans le cadre d'un partenariat Interreg Espace Atlantique, co-développé des outils de détection des déchets à terre et flottants avec des drones. Prise de photos régulières et identification par intelligence artificielle. Les dispositifs qui sont déployés dans le cadre des surveillances OSPAR nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Alors même si on fait appel à des bénévoles et du coup on réduit énormément les coûts et les besoins pour obtenir ces fameuses données, moi je pose la question suivante: quid de ces nouvelles technologies de détection et comment on pourrait éventuellement envisager d'intégrer d'autres sources de données que les collectes de plages dans ces réseaux de surveillance, que ce soit pour les macrodéchets au niveau littoraux, mais aussi au niveau des bassins versants, des bassins hydrauliques, puisque comme vous l'avez souligné, il y a souvent des sections qui sont du domaine privé, et notamment un survol en drone n'est pas intrusif et pourrait tout à fait faire l'objet être un outil avec une couverture spatiale très importante, avec aussi une fréquence de répétition qui peut être extrêmement importante aussi. Et je crois qu'aussi, sur les réseaux d'observation, la fréquence d'observation et la densité d'observation pourraient, par l'intermédiaire de l'emploi d'outils de détection autres que manuels, pourraient être améliorés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on est plutôt d'accord sur le fait que les méthodes puissent être améliorées, évidemment, notamment avec les nouvelles technologies comme ça. Et c'est pour ça que ces études sont menées dans les projets de recherche. Là, par exemple, on parle d'un projet Interreg. Toutes ces solutions-là sont testées dans le cadre de ces projets-là avant de pouvoir être déployées justement dans une surveillance nationale où on va s'appuyer sur des méthodes qui sont, on va dire, bien validées. Et du coup, c'est pour ça qu'on participe justement à ces différents projets de recherche, ces projets européens ou d'autres projets, afin de pouvoir avoir une réponse sur est-ce qu'on est sûr que on aura, est-ce qu'on est à même de pouvoir déployer en fait dans le cadre des réseaux cette surveillance sans pour autant couper avec l'historique ou les données qu'on peut accueillir. Voilà. Ok, l'association iCleanMySea se tient à votre disposition. J'ai changé de format juridique pour le projet, mais sachez qu'on a déjà à disposition une application mobile qui permet à tous les usagers de la mer de prendre des photos, qu'ils soient en mer ou sur le littoral. Ces photos sont géolocalisées. Pour les moyens opérationnels de collecte, on calcule aussi la trajectoire de dérive de ces déchets avec les modèles hydrodynamiques disponibles. Et puis, nouvellement, on a co-développé dans le cadre d'un programme Interreg Espace Atlantique aussi une détection par drone des déchets échoués sur les plages notamment. Voilà. Super, merci beaucoup pour le contact. Il y avait des questions, soit tu les lis, soit je te les ai notées là, les trois. Alors, on avait des questions du coup sur le chat. D'abord sur est-ce que les données sont récoltées en open source? Alors effectivement, c'est des données, toutes les données acquises dans le cadre des réseaux de surveillance sont publiques et sont accessibles via différents portails. Donc je vous ai parlé de la base de données OSPAR par exemple. Vous pouvez aller sur le site et alors j'aurai pas comme ça les sites de tête, mais vous devriez pouvoir retrouver la base de données qui est à disposition et les données sont accessibles. Ensuite, c'est via les portails de l'Ifremer et des portails, alors c'est pas Sextant, c'est Surval, sur lequel vous pouvez avoir à disposition les données de surveillance des réseaux de surveillance. En tout cas pour le réseau national de surveillance des macrodéchets sur le littoral. Il y avait une autre question sur avez-vous la vision des résultats des observations conduites dans les autres pays de la convention OSPAR? Comment les littoraux français se situent-ils? Alors effectivement, on a la vision des résultats dans les pays voisins. On mène justement des évaluations avec les données des autres pays.
Et donc on peut voir que la pollution est assez hétérogène, mais on va dire que les littoraux français se situent au milieu, un peu médian. Il y a des territoires qui vont être où la pollution est un peu moins importante, d'autres beaucoup plus. Maintenant, on a tous une méthode harmonisée, mais c'est vrai que grâce au réseau de surveillance, nous, on a vraiment une bonne connaissance et une très bonne couverture du territoire. Et du coup, on peut voir en comparant avec les pays voisins que on peut facilement comparer justement les résultats. Maintenant, au niveau, les travaux qui peuvent être menés au niveau de la convention OSPAR vont surtout concerner des zones OSPAR. Ce ne sont pas des évaluations nationales qui sont agrégées. Là, on va vraiment fusionner en fait les données entre les différents pays. Ensuite, alors j'espère que je réponds aux questions. Alors n'hésitez pas à mettre dans le chat si jamais vous souhaitez un complément de réponse. Ensuite, il y avait une question, c'est en quoi les données collectées par l'activité surveillance permettent de remonter aux causes profondes et à la mise en place de plans d'action. Alors en fait, lorsqu'on fait une évaluation de la pollution, on va non seulement remonter des données quantitatives, ça veut dire combien de déchets vont être retrouvés, mais également il y a une identification des déchets. Et via cette identification, on va parfois regrouper dans des groupes de déchets. On a pu voir par exemple avec les pollutions par les déchets liés aux activités maritimes par exemple et à l'aquaculture, on va pouvoir remonter à des informations sur certains types de déchets. On a également des travaux qui ont été menés sur la source des déchets. Et donc ça permet d'affiner un petit peu les résultats pour chaque type d'activité, pour chaque activité qui peut générer des déchets. Et donc c'est comme ça qu'on va essayer de remonter sur chaque activité. On ne va pas seulement regarder la quantité totale de déchets qui peut être retrouvée. Et donc ensuite, une fois qu'on a ces valeurs, en fait, lorsqu'on fait une évaluation, on va regarder un petit peu en détail la pollution et essayer de voir quels sont les principaux groupes de déchets qu'on peut retrouver. Et via ces groupes de déchets, on va remonter aux politiques publiques les observations qui sont réalisées et ces politiques publiques vont mettre en place ensuite des mesures de réduction ciblées en fonction des déchets qui peuvent être retrouvés, enfin des résultats qu'on a pu leur transmettre. Et je crois que c'est tout. Oui. Donc s'il y a d'autres questions ou d'autres interventions, n'hésitez pas. Oui, bonjour Sylvain, merci pour ta présentation. Bonjour Quentin. Moi j'avais deux questions. La première, c'est que tu disais que le protocole des CCMM avait été adapté pour les Outre-mer. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une fiche spécifique pour les Outre-mer ou alors quelles sont les adaptations qui ont été faites? Est-ce que c'est des types de déchets, d'autres types de déchets, etc. Et la deuxième, c'est dans ton bilan, dans le bilan bassin hydrographique, donc tu précisais qu'il y avait 6% de déchets qui étaient issus des réseaux d'assainissement. C'est pour savoir comment en fait vous faites pour déterminer qu'un déchet est issu des réseaux d'assainissement. Est-ce que c'est juste une catégorie de déchets particuliers, etc. Voilà, merci beaucoup. Alors merci Quentin. Alors en ce qui concerne l'évolution des protocoles pour les déchets sur le littoral des Outre-mer, là c'est surtout des adaptations sur effectivement l'identification des déchets. En fait, pour information, il y a 2 parcs naturels marins qui suivent les littoraux du coup en Martinique et à Mayotte. Et à travers ces parcs naturels marins, nous avions déjà des données et certains types de déchets avaient déjà été identifiés, par exemple des fragments de plastique brûlés ou ce type de déchets. Et donc on s'est appuyé sur ces travaux antérieurs pour ajouter des catégories de déchets qui on savait allaient être alimentés. Et donc c'est pour ça on a rajouté, alors je pourrais te faire parvenir si tu veux les listes augmentées. Par contre on n'a pas forcément augmenté on a laissé également toutes les catégories de déchets qui sont utilisées en métropole, même si on sait très bien qu'il y en a certaines qui ne concernent pas forcément les Outre-mer.
Voilà pour le protocole. Sinon, en soi, il ne change pas. On est resté sur des longueurs de site, des fréquences d'acquisition qui sont similaires. Même si les saisons peuvent être différentes dans ces territoires d'outre-mer, on a pu constater en fait que la saisonnalité, la fréquence de suivi, elle, correspondait et permettait de couvrir en fait les différentes saisons qui existent aussi dans ces territoires. Ensuite, ta deuxième question, c'est concernant les déchets potentiellement issus des réseaux d'assainissement. En fait, là, oui, c'est à partir de l'identification des déchets. Il y a plusieurs types de déchets qui ont été plutôt identifiés comme pouvant potentiellement provenir de ces réseaux. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu déterminer en fait cette part de déchets. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait assez récemment, après les connaissances qu'on peut avoir de nos travaux sur justement ces réseaux urbains. On a pu essayer d'identifier quelques types de déchets comme pouvant potentiellement provenir de ces réseaux. Et donc, c'est depuis le rapport de campagne 2023, donc le dernier qui est paru, qui est accessible en ce moment sur le site du CEDRE, que nous avons fait cette évaluation de la part de ces déchets. Ok, merci. Merci Quentin. C'est Isabelle. Oui, Isabelle, je vois. tu vois? Oui. Du coup, pour réagir par rapport à ça, c'est que du coup, on voit bien que dans la fiche de relevé des CSMM, on a bien attribué un secteur d'activité, que ce soit assainissement ou emballage. Du coup, c'est par cette requête-là que j'imagine que vous pouvez, un coton-tige ou des médias filtrants. Oui. Mais c'est que c'est les lingettes ou des choses comme ça. Mais après, s'il y a d'autres objets, on ne peut pas savoir si ça vient de... Non, effectivement. Mais comme beaucoup de déchets aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a des projets comme le projet Ordèche qui vont là regarder vraiment la source des déchets, qui va vraiment, lui, être beaucoup plus précis dans l'évaluation. Nous, là, on s'appuie seulement sur les données issues des réseaux, et donc avec simplement un objet, on peut pas avoir, il peut avoir plusieurs origines, effectivement. Donc certains types de déchets ont été laissés de côté. C'est pour ça on parle, on prend des précautions en disant que ce sont des déchets potentiellement issus des réseaux d'assainissement, en faisant attention parce qu'on est conscient qu'il peut y avoir des origines différentes, justement. D'accord. Merci. Je profite d'avoir la parole pour te demander des précisions sur les projets européens dont tu as parlé. Si possible, j'ai mal noté. Alors, je peux te donner les noms des projets. Après, aller un peu plus dans le détail, c'est pas forcément moi qui interviendrai, donc je pourrais pas te donner plus. Mais tu as les projets Interreg Freeliter Hat, un projet Interreg Atlantique, et un projet Interreg Manche-Mer du Nord avec le projet Treasure. Voilà. Et tu devrais pouvoir trouver ces informations, si tu veux, sur le site du CEDRE. Donc, c'est des projets de 2023 et 2024. Donc, si jamais tu veux accéder aux pages de ces projets, tu devrais pouvoir le faire depuis le site du CEDRE. D'accord, merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, eh ben, je pense qu'on peut conclure sur ce webinaire. Donc, je tiens à vous remercier toutes et toutes de votre participation et d'avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions plus tard, et sinon ça va être le moment de se dire au revoir. Merci à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous invite au prochain webinaire du CEDRE également, qui aura lieu le 17 mars prochain et qui concernera la valise de prélèvement SANI, donc valise de prélèvement d'échantillons. Merci à tous et très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous, équipe CEDRE. À bientôt. Au revoir, merci.